Merci, merci. Ravi d'être avec vous. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il est très très grand cet amphi. Alors, vous là-bas au fond, je ne vous vois pas du tout. Et j'en vois pas mal qui ont des ordinateurs. Alors, je vais d'abord commencer par une question. Je vois qu'il y a différents âges aussi. Ça, c'est très très sympa. Qui pense dans cette salle qu'il va pouvoir tenir 1 heure sans consulter son smartphone ou son ordinateur? S'il vous plaît, levez la main. Je vois que la plupart n'écouteront que partiellement. Pour moi, pas grave du tout. Pour vous, bon, c'est vous qui voyez. C'est vous qui avez envie d'en faire quelque chose, ou pas. Je sais que c'est un cours obligatoire. Vous n'êtes pas venu forcément librement. Mais enfin, vous avez choisi cet amphi plutôt que l'autre. Merci, merci, merci. Alors, avant de partir dans des explications, et je vais me présenter, vous inquiétez pas pour la grosse tête ou les chevilles qui enflent. C'est très à la mode en ce moment. Hein. Vaut mieux jouer Musk et Trump qu'autre chose. Mais parce que des mots dans mon parcours peuvent vous donner des idées, à vous, en tout cas, si ce n'est des idées, peut-être même des envies. Et c'est après tout, c'est votre vie qui compte. Quel âge qu'on est? Parce que ma façon de voir, c'est que jusqu'à ce qu'on passe la main définitivement, on est vivant. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir qui c'est qui est sur Instagram, pas en ce moment, mais dans la vie ailleurs, dans la vie courante. Qui est sur Instagram? Ah, c'est pas tant que ça, finalement. Qui est sur TikTok? C'est les mêmes? C'est pas tant que ça. Qui c'est qui est toujours sur Twitter, rebaptisé X? Ah, il y en a vraiment, hein, vraiment qui sont sur les réseaux. Est-ce que vous êtes déjà sur Blue Sky ou pas? Il y a du Blue Sky à l'avant, là. C'est déjà des professionnels. Est-ce que vous êtes encore sur Facebook? Ouais, il y en a encore sur Facebook. Incroyable. Et YouTube, vous allez sur YouTube? Enfin, il y en a qui osent lever le doigt. Hein. Vous savez, vous n'êtes pas filmé, enfin, je ne crois pas. Hein. Ça ne sera pas retenu contre vous. Spotify? Pas mal. Et alors, ChatGPT, vous l'utilisez ou l'équivalent? Ouais, oh le fond, je vous ai repéré là. Hein. Mais un bon usage de ChatGPT, ça peut être pas mal. Mais attention, il faut savoir le faire. Bon, alors, juste comme ça, mardi dernier, enfin pas mardi là, mais mardi d'avant, j'étais à cette réunion qui s'appelle Médias en scène, SEINE, parce que c'est à Paris. Et il y avait une enquête Ipsos. Vous avez déjà entendu parler d'Ipsos? Oui? Il y en a qui regardent la télé alors. Ipsos, vous savez que c'est un endroit où on fait des sondages. Et j'aimerais vous demander, donc vous n'avez pas de micro, mais vous avez la voix potentiellement forte. À votre avis, pour les contenus gratuits en presse et actualité, chez les Français, où c'est que ça se passe en priorité? Qu'est-ce qu'ils consomment, entre guillemets, comme médias, en priorité pour acquérir des infos de type
presse, actualité. Il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Allez-y en parlant fort. Tu y es presque. C'est la télé. C'est la télévision. Toujours. Hein, à 70%. Il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte. J'y reviendrai si vous me posez des questions. C'est des choses que je dis, par exemple, aux scientifiques qui vont me dire au JT de 20h, ils ont raconté que des bêtises, que des... Bon, c'était pas très correct. Je leur dis, oui, mais vous, regardez, même 15 secondes, allez, une demi-minute d'infos, par exemple sur un satellite, ou par exemple sur une constellation de satellites, très important, ce sera rentré dans la tête d'énormément de gens, dont ceux qui peuvent ensuite, peut-être, aller chercher de l'information scientifique. À votre avis, qu'est-ce qui vient derrière? Qu'est-ce qui vient derrière je vous ai dit 70%, j'ai un peu exagéré, c'est plutôt 60%, mais enfin ça dépend des moments. Disons 60%. Qu'est-ce qui vient derrière, à votre avis? Qu'est-ce que les gens font pour acquérir de l'info? Réseaux sociaux. Qui a dit radio? Radio dans la voiture, tout à fait. Mais regardez, le déficit, enfin ça plonge un peu, hein. On est à 27%. Alors, ce qui rattrape un peu, hein, c'est les podcasts. Tout le monde connaît le mot podcast quand même dans cet auditorium. Qui c'est qui ne le connaîtrait pas? Bon, ok. Et maintenant, les sites d'information spécialisés. Typiquement, ce dont je vous parlerai, sur lequel je reviendrai plus tard. À votre avis, j'ai dit 60% pour la télé, 27% pour la radio en direct, et les sites d'appli ou spécialisés, à votre avis, c'est quoi? C'est 26%. Bon, si vous voulez, je voulais simplement vous rappeler ces choses-là. Je pourrais vous donner toute la liste. TikTok, YouTube est pas mal, hein. YouTube, c'est pas mal. TikTok, c'est vraiment en bas. Mais c'est une petite frange importante qu'il faut prendre quand même en considération. Mais n'oubliez pas la hiérarchie qui existe encore dans les médias. Alors, maintenant, à votre avis, ne vous inquiétez pas, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait, mais d'abord, je suis intéressée par vous. Qu'est-ce qui vous a frappé récemment dans l'actualité et que vous qualifieriez, vous, de scientifique ou à traitement scientifique ou technique? Entendez par là, ça peut aller jusqu'à l'environnemental. Qu'est-ce que vous avez entendu récemment et qui vous inspire, qui mériterait un traitement informationnel, qui déjà le mérite, puisque vous l'avez entendu quelque part, je ne sais pas où? Pollution de l'eau. Pourquoi? Il y a eu un événement particulier? La découverte de produits qui ne se détériorent pas dans l'eau. Vous voulez dire des produits éternels, les fameux PFAS. Quoi d'autre? Il y a eu un bras levé là-haut. C'était quoi? Plus fort. Donald Trump sorti de l'accord de Paris, absolument. Absolument. A-t-il annoncé autre chose qui vous ait frappé? Drill, baby, drill, ce qui veut dire forêt, forêt, forêt. Donc ça touche à l'énergie aussi et à l'accord de Paris, on pourra y revenir. Qu'est-ce qui vous a frappé d'autre? Quand je dis frappé, j'utilise vraiment le terme frappé, oui. Le traitement sur les incendies en Californie. Incendie en Californie. Quoi d'autre?
intéressé, toutes les semaines sur cette pays, on a le droit à un extrait des actualités d'il y a 80 ans ou 50 ans. Et là, donc, a sorti une émission en télévision de 1961 où il était question d'un très nombreux incendie. Voilà, alors monsieur est en train de nous dire que sur le site de l'INA, vous connaissez tous l'INA? Qui connaît l'INA dans ce... Pas mal. Wow, ils bossent bien, vos profs. Hein. Ils doivent être bons. L'INA, donc c'est l'Institut national de l'audiovisuel, et vous pouvez consulter de vieilles vidéos. Elles sont formidables. Vous savez, quand vous voyez ce que disaient les gamins, ce que vous n'êtes plus, évidemment, dans les années 60, c'est toujours très intéressant de voir l'idée qu'ils se faisaient du futur. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme autre événement en France? En France? Le décès de Jean-François Kahn. D'accord. Ok. Mais un bout de France qui est de l'autre côté de la planète. À Mayotte. Hein, comment ça se fait que vous ne réagissiez pas au quart de tour? Attendez. Vous avez entendu parler de l'Indo-Pacifique, c'est important pour un pays comme la France qui a la deuxième superficie de quoi? La deuxième superficie de quoi? Hein? Des océans. On a la deuxième... Vous êtes au courant de ça ou pas? Oui? Bon. Important. Géostratégique. Maintenant, il faut avoir de la puissance pour être à la hauteur de sa stratégie. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Vous n'êtes pas malade? Vous êtes malade? Qui est malade ici? Vous avez entendu parler d'une certaine maladie? J'entends rien. La grippe, ouais, la grippe. La grippe. Bon, ben l'attrapez pas. Hein. Vous voulez vous faire vacciner ou pas? Ou vous êtes vacciné ou pas, là? Je ne vais pas demander que vous leviez le bras parce que vous allez vous dénoncer les uns les autres, c'est horrible. Mais qu'est-ce que vous pensez des vaccins? Il y a quelqu'un qui pense que les vaccins, ce n'est pas une bonne chose dans cette salle? J'entends rien. Vous n'avez aucune opinion? Vous êtes plutôt des étudiants en biologie, non? Oui? Non? Oui? Non? Alors? Vous avez une idée sur les vaccins? C'est important? C'est pas important? Ils ne savent pas. Ben, il va falloir vous y mettre, les petits, là. C'est important, les vaccins. Vous savez qu'il y a un scientifique qui s'appelle Louis Pasteur. Vous avez entendu parler de Louis Pasteur? Ouais, on dirait. Qui a montré, il y avait eu déjà des travaux, hein, mais qui a montré que quand vous inoculez un petit peu de quelque chose, ça vous permet que les choses ne se développent pas de manière formidable dans votre propre corps. Donc, repensez-y, ça fait exactement partie, et vous vous en doutez, pendant le Covid, c'était fondamental, de ce que nous avions, nous, à traiter comme journalistes scientifiques, notamment le refus du vaccin. Très compliqué à traiter, parce que vous avez affaire là à un certain nombre de gens qui ne sont pas gentils du tout, et dont la rationalité n'est pas toujours parfaite. Or, quand vous êtes dans un amphi comme celui-là de sciences, sur quoi vous avez envie de vous baser? Sur des faits, sur des observations, après des expériences, en l'occurrence quand c'est la santé, après des essais cliniques. C'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors attention aux canards. Je ne parle pas du canard enchaîné, je parle des canards. Vous savez ce que c'est que les canards? C'est les rumeurs. C'est comme ça qu'on disait autrefois, fake news. Canard, depuis la Révolution française, c'est ce qu'on dit.
les canards. Faites attention aux canards. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose d'autre, à part la grippe, à part les retraits? Et pour vous montrer que ce n'est pas facile forcément de faire de l'information, il a été annoncé comme ça, d'un coup, 500 milliards de dollars à distribuer à Stargate, avec Oracle, SoftBank japonais, et puis je ne sais plus le troisième. Peut-être que quelqu'un me le soufflera. Et puis, dans les heures qui ont suivi, alors ça a été annonce de Trump, Musk dit « Non, non, ça ne va pas marcher comme ça, ils n'ont pas assez de sous. » Genre, qu'est-ce qu'on fait, nous? Vous voyez à quoi on peut être confronté? C'est typiquement ce genre de choses, pas facile à traiter. Je vais maintenant quand même vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Et je pense que certains sont dans leur ordinateur et leur smartphone, et j'espère que c'est passionnant. J'espère que c'est passionnant. S'il arrive un nouvel ouragan, s'il arrive un séisme quelque part, s'il y a une fusée qui ne décolle pas et qui explose, je vous demande de me le dire. C'est de l'info, c'est de l'événementiel. Vous aurez le temps de poser des questions, ne vous inquiétez pas. Alors, comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, dans ma formation, j'ai fait de la physique des particules. Je trouvais ça extraordinaire, parce que j'étais au CERN à Genève, d'énormes machines, d'énormes accélérateurs. Je trouvais ça fascinant, très beau, très esthétique. On peut faire des photos, d'ailleurs vous les voyez dans un certain nombre de magazines. À Oxford aussi. Ce qui m'a permis, et je ne vous le conseillerai que trop, même s'il a été dit que effectivement fake news, c'est en anglais, je ne vous conseillerai que trop d'investir sur la connaissance de l'anglais ou l'américain. Car si vous continuez dans le domaine scientifique ou technique, ou de ce journalisme scientifique dont je commence à vous parler, well, you have to speak English. It's obvious. Obvious. C'est comme ça que vous pourrez, in this small world of scientists, l'auteur de Small World, que vous pouvez lire en français, livre remarquable sur le petit monde scientifique à travers la planète, plein d'humour, hein. C'est un British qui a écrit ça, plein d'humour. Vous avez besoin de parler l'anglais. Donc ça a été aussi quelque chose dans mes études, dans cette formation initiale. J'ai fait une thèse et, vu l'époque, et là je ne vais pas vous parler de choses personnelles, on peut y revenir si ça vous intéresse, mais ce n'est pas intéressant pour vous, de facto, j'ai décidé de switcher, de prendre une autre direction, si on peut dire, en faisant l'école de journalisme qui me semblait la meilleure, qui s'appelle le Centre de formation des journalistes. Ça, c'est à Paris, CFJ. Ça a été fondé après la guerre, parce que pendant la guerre, des gens comme vous, enfin la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, hein, je ne suis pas en train de parler ni de la guerre d'Algérie, ni de la guerre d'Indochine, la Deuxième Guerre mondiale. Les gens comme vous, il y en a un paquet qui a fait de la résistance et qui n'a plus pu faire d'études. Donc pour eux, un grand monsieur qui avait fondé un journal pendant la guerre, il faut le faire, on risque d'être arrêté, on risque d'être fusillé. Et là, il fondé après la guerre une école qui s'appelle le Centre de formation des journalistes. Donc vous voyez l'esprit déjà. C'est plus qu'un esprit critique,
C'est un esprit de résistance. C'est pas rien. Surtout dans la période actuelle. Et il a fondé les Glénans aussi. Je ne sais pas si vous aimez la voile. Vous avez suivi le Vendée Globe Vous avez suivi le Vendée Globe? Est-ce qu'il s'y passe ou ça ne vous intéresse pas? Qui a suivi le Vendée Globe? Un petit peu. On est vraiment à l'intérieur des terres ici, hein, pas sur le bord de mer. Et donc, dans ce centre de formation des journalistes, des choses dont je peux vous parler, si vous me posez des questions ensuite, c'est véritablement évoquer les techniques qui vous permettent d'éventuellement faire passer des messages à caractère scientifique. Donc, dans les différents médias, presse écrite, vidéo, radio, agences de presse, et maintenant, évidemment, réseaux sociaux, sites web, qui ont chacun leur construction particulière. Mais on peut retrouver, évidemment, des obligations, des choses obligatoires dans chacun des domaines. Donc, pour devenir journaliste, personne n'est obligé de passer par une école. Je dirais même traditionnellement, et là j'en vois qui discutent abondamment entre eux, on pouvait devenir journaliste sans aucun diplôme. Ce qu'il y a, c'est que, et j'ai été ravie de voir le terme sur l'espace Mendes France, ce qui compte, vous le savez tous, qu'est-ce qui compte? C'est la curiosité. L'espace Mendes France, ils disent l'espace des esprits curieux ou quelque chose comme ça. Curiosité, comprendre le monde. Vous faites des sciences. J'ai l'impression quand même que ça doit vous interpeller un petit peu, l'idée de comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est-à-dire aussi bien l'univers que votre propre corps, que votre cerveau, que ce qui se passe un petit peu partout ailleurs. Donc c'est intéressant de passer par une école qui vous aide aussi à voir les grands équilibres à garder. Dans une production, j'y reviendrai de façon concrète, dans les magazines, à la radio, à la télé, dans les réseaux sociaux. Quelqu'un me le demandait tout à l'heure. Je suis passée pendant 1 an, parce que j'adore le domaine, je suis passée pendant 1 an à Ciel et Espace, parce que celui qui pilote le magazine me l'avait demandé. Comme je vous le dirai tout à l'heure, s'intéresser à l'espace, ça permet de beaucoup voyager. Pas seulement mentalement, mais physiquement aussi. J'y reviendrai. Pendant 17 ans, alors à vous, ça va vous sembler très long, je vous le dis après coup, 17 ans, ça peut passer très très vite. C'est bizarre, hein? La notion du temps, vous les biologistes, les futurs neurobiologistes, vous verrez à quel point c'est bizarre. Pendant 17 ans, j'ai été à Libération et j'y ai créé des pages qui s'appelaient Eureka. Vous vous souvenez, hein? Il y a quelqu'un qui a crié Eureka il y a très longtemps en Grèce. J'ai lancé un programme télé sur Arte, documentaire et magazine, donc avec des éléments de reportage. Et le reportage, c'est ça qui est formidable, c'est que vous pouvez aussi bien aller voir des préhistoriens et de l'archéologie expérimentale que aller voir le départ d'une fusée à Kourou ou maintenant à la Boca, hein, c'est ça, hein? Je suppose que c'est peut-être des choses qui vous titillent, que vous aimeriez voir. Il y a bien d'autres choses que je pourrais vous dire, notamment l'écriture de livres.
On y reviendra aussi si ça vous intéresse. Je ne sais pas si vous lisez encore des livres. Qui lit des livres ici? Ah, c'est pas mal. Des livres de sciences. Qui lit des livres de sciences? C'est pas mal. Je me dis vraiment, vos profs sont bons. Hein. Il y a quelque chose là. Faut leur soutenir le moral, hein. Vous vous rendez pas compte? Donc j'ai écrit justement sur une étoile qui a implosé puis explosé, la supernova 1987A. Ça m'a permis d'aller au Chili, dans les observatoires américains et européens, surtout européens, très grands observatoires, grande puissance observationnelle européenne. Et les dinosaures aussi. Vous vous souvenez qu'il y a un film qui s'appelait Jurassic Park? Ça vous dit quelque chose? Oui? Jurassic Park, ça dit quelque chose? Non? Il y en a plein qui n'ont jamais entendu parler de Jurassic Park. Donc, reconstitution de dinosaures. Donc, c'était une occasion d'en parler de manière scientifique. Donc, j'ai écrit un livre qui s'appelle Dinosaur Story avec une collègue. Franchement, on s'est bien amusé. Et puis, j'ai écrit dans un registre ô combien difficile les dossiers noirs du nucléaire français. Parce qu'il y a eu des accidents, des gros incidents. Et ce n'est pas facile de faire du reportage là-dessus. On pourra revenir, si vous le voulez, sur la question des livres. Donc je vous ai déjà raconté quand même pas mal ce que j'avais fait. Et évidemment, je me demande ce que vous pensez de l'information scientifique, si elle est importante ou pas si importante que ça. Alors, évidemment, je vais vous exprimer des convictions. Parce que quand même, quand on est journaliste, bien sûr la curiosité, fondamentale la curiosité, mais il faut des convictions parce qu'il faut une certaine persévérance aussi, surtout quand on reste dans ce domaine. Et quand on le pratique comme je le fais depuis 45 ans, je suis tout à fait convaincue qu'une bonne compréhension, je dis bien une bonne compréhension, ça veut dire un effort pour comprendre, pour lire, pour approfondir la connaissance, est indispensable à la démocratie. Et j'y vais carrément. Ça ne veut pas dire que les lieux dictatoriaux ou tyranniques ne savent pas faire de science. Ce n'est pas du tout ça que ça veut dire. Il suffit que vous ayez un petit peu l'œil aujourd'hui sur ce qui se passe en Chine, où le système de reconnaissance faciale est utilisé pour vous pister. Hein. Là, on ne vous filme pas, je ne crois pas. Hein. Mais je pense qu'à certains endroits, on vous filmerait pour savoir si vous écoutez, pour savoir si vous riez, pour savoir si vous réfléchissez, peut-être même. Si vous êtes dans la ligne ou pas dans la ligne. Donc bien comprendre ce que ça signifie de faire des études scientifiques, de se poser, de réfléchir, de poser des questions. Parce qu'après tout, être journaliste, c'est poser des questions. C'est important. C'est très important. Vu mon grand âge, on pourrait dire que je suis une post-68arde. Et cela nous importait beaucoup dans les années 70 de se dire qu'est-ce qu'on fait avec l'univers scientifique? Qu'est-ce qu'il nous apporte?
Comment doit-on y entrer, dialoguer avec lui? Quelle décision prendre? Et vous y êtes tous. Tout ce qui se passe en ce moment, ça va vous interroger dans votre vie. Ce qui se passe en ce moment, on peut le rappeler. C'est la question des données, vos données, sur les réseaux. C'est votre santé, la façon dont on fera ou pas une médecine personnalisée, basée sur quoi? Basée sur la biologie, basée sur certaines façons techniques d'approcher l'humain. Vous aurez des décisions à prendre. Ces jours-ci, je crois que j'ai regardé ça hier. Il y a un petit gamin chinois qui est avec un petit robot couvert de fourrure. Il caresse son petit robot. Il exprime les difficultés qu'il a, lui, à exprimer ses émotions, à dialoguer avec ses parents. On regarde ça, première réaction, je vous dis franchement, ma première réaction, oh là là, un robot couvert de fourrure que ce petit garçon est en train de caresser. Il n'a pas un vrai chat, non, il a un petit robot couvert de fourrure. Et vous regardez cette vidéo, je ne sais pas, elle est très courte, si vous la cherchez, vous la retrouverez. Il dit à quel point, finalement, parce qu'il est apaisé par cette caresse qu'il donne à cet objet, qui peut-être lui parle d'ailleurs, on ne le voit pas dans la vidéo, à quel point maintenant il arrive un petit peu mieux à s'exprimer et à dialoguer avec ses parents. Très étonnant, très étonnant. Ça montre aussi que ce que vous aurez à résoudre demain, c'est à la fois des résultats scientifiques et techniques très importants, mais posés dans des cultures différentes. Alors comment on fait ça? Par exemple, ça fait partie des sujets qu'on peut traiter en information scientifique. Comment est reçue telle ou telle avancée, telle ou telle technique, en fonction de l'héritage culturel que nous avons. Et vous voyez bien ce qui se passe, juste maintenant. Juste maintenant. Vous avez de la chance, hein, c'est la semaine où des choses se passent. Abandon de la... Enfin, là, ça date maintenant de 10 jours. Abandon de la modération sur Facebook. Très important de savoir comment on se comporte à travers la planète de façon différente, parce qu'on a des lois différentes, mais aussi parce qu'on a certainement un héritage culturel et des valeurs différentes vis-à-vis de l'information qui circule. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre à quel point sur les réseaux, il y a des attaques virulentes, des appels violents. Évidemment, je peux reboucler avec tout ce qui s'est passé pendant le Covid. Alors, pour vous caler quelques idées, c'est évidemment compliqué. Il y a une chose que je veux vous faire comprendre, c'est que selon que l'on est dans un espace public, dans le public, dans l'information du public, comme France TV, et quand on est dans le privé, en l'occurrence, je suis dans le privé, je suis dans un magazine, dans un groupe privé, comment les intérêts peuvent à certains moments être différents ou bien converger,
selon là aussi, l'idée qu'on se fait d'une certaine éthique, d'une certaine intégrité. Et je citerai juste je pourrais en citer plusieurs, mais évidemment je peux commencer par ce qui nous importe et ce qui va vous importer de plus en plus. La lutte contre le réchauffement climatique. Alors vous qui êtes biologiste en majorité, je ne sais pas vers quoi vous allez vous tourner, vers de la médecine humaine, vers de la compréhension des plantes, des animaux. Maintenant, il ne vous aura pas échappé, et ça, c'est des choses qui ont été traitées en information scientifique, il ne vous aura pas échappé que tout est lié. Tout est lié. D'où nous est venu le Covid? D'accord? D'où va nous venir la prochaine pandémie? D'accord? D'où va nous venir une prochaine crise sanitaire donc, mais peut-être crise alimentaire? Pour l'instant, on est privilégié. Pour l'instant, on est privilégié. Mais vous savez, les grandes questions, et ce n'est pas forcément facile à traiter, parce que la plupart des gens vous disent « mais on en a ras-le-bol ». C'est l'eau, quelqu'un l'a cité tout à l'heure, pollution de l'eau. Mais c'est l'eau, c'est l'accès à l'eau. Cette année, on en a beaucoup. Hein. Je crois que les nappes phréatiques sont pleines. Mais un jour, en Europe, cette eau, soit elle fait des inondations partout, on l'a déjà vu en Pologne, hein, vous avez tous vu les infos, il y a quoi, 9 mois? Soit il n'y en aura pas. Quelle agriculture faire? Ça fait partie des choses qu'on peut traiter en information scientifique. Et c'est pas facile, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Les économistes, sont-ils des scientifiques? Ils ne sont pas d'accord. Certains sont, dans le domaine scientifique, là, pro-OGM, autrement dit organismes génétiquement modifiés. Regardez ce qui se passe. Nos amis britanniques, ils sont partis, hein, Brexit. Brexit, ça vous rappelle quelque chose? 2016, vous étiez nés quand même, hein? Ouais. Donc, en Europe, on ne met pas d'organismes génétiquement modifiés dans notre nourriture. C'est une décision. En Angleterre, actuellement, enfin, Royaume-Uni, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'assouplir la chose. Vous vous doutez que des scientifiques sont en train de faire des mesures et conseillent le gouvernement parce qu'ils se disent que peut-être, pour assurer là aussi l'alimentation générale, ils vont réintroduire certains types d'organismes génétiquement modifiés. C'est typiquement ce genre de choses qu'on a à traiter aussi en information scientifique. Comment la traiter? Du côté scientifique pur et dur, si j'ose dire? Alors, qui allez-vous chercher? Qui allez-vous chercher pour vous répondre? Ça va être votre responsabilité de médiateur. Et dans le droit, il va falloir que vous regardiez très précisément, les formulations des lois et des règlements et des normes et tout ce que vous voulez. Pas facile, ça. Mais ça peut faire partie aussi de l'information scientifique. Je le racontais au déjeuner que j'ai eu la chance d'avoir avant de vous parler. J'écoutais par visio l'Académie de médecine mardi dernier. Ils ont fait le point sur 20 ans d'utilisation d'un médicament qui s'appelle le baclofène. Parce que, je ne sais pas si vous savez qu'il y a 40 000 morts
chaque année en France à cause de l'alcool? Vous savez ça? 40 000 morts? C'est pas mal, hein? Faut lutter. Pas facile. Pas facile. Le baclofène, ça a été très compliqué. Je pense que c'est enregistré. Si vous allez sur le site de l'Académie de médecine, peut-être vous allez retrouver cette conférence. Vous allez comprendre qu'il y a eu des bagarres. Pas entre scientifiques, mais entre laboratoires. Que les doses à utiliser, c'était pas clair. Il a fallu que l'agence du médicament s'en mêle, c'était pas clair. Il a fallu qu'un tribunal administratif dise on a le droit de monter les doses. Parce que vous qui êtes biologiste, en tout cas certains, comme c'est bizarre, chaque humain est unique. Vous savez ça? Chaque humain est unique. Il ne réagit pas de la même façon aux médicaments. Il y en a qui ont besoin de beaucoup et d'autres pas beaucoup. Je suppose que quand vous pratiquez l'alcool vous-même, je dis bien l'alcool, vous le savez aussi, hein, il y a des potes qui ne tiennent pas le coup. Et d'autres, bon. Donc concrètement, quand on fait de l'information scientifique, on a des grands thèmes. Hein. Lutte contre le réchauffement climatique, préservation de la ressource en eau, lutte contre le cancer. Tiens, il vient de sortir un nouveau papier sur le... Là, c'est très déprimant, hein, sur le cancer des adolescents. Bon, il y a des personnes un peu plus âgées dans la salle. On a vraiment envie de savoir comment lutter contre la maladie d'Alzheimer, hein, et Parkinson. Parkinson, on sait un peu mieux. Notre ami Musk veut mettre des implants dans la tête. Faites attention, si vous faites de la bonne information scientifique, vous verrez qu'en Europe, et notamment en France, on fait mieux que lui. Mais on n'a pas la même force de frappe informationnelle. Ah, on y est. Alors, on a tout un champ qui est très abstrait, beaucoup plus abstrait. Les sociologues nous disent, quand vous dites science, qu'est-ce que les gens entendent? Effectivement, ils entendent santé. Mais ils entendent aussi astrophysique, astronomie, le ciel. Le ciel. J'espère qu'à Poitiers, vous pouvez le voir le soir, hors de la pollution lumineuse. Ça vaut toujours la peine. Hein. Et puis vous marchez sur des pierres, donc vous pouvez être intéressé par la Terre, sa géologie. Bon, ici, il n'y a pas de volcan, mais il y a des endroits, il y en a. Donc les gens, ça les intéresse. Et puis nous, quoi. Nous, comment nous avons évolué sur cette planète depuis le temps qu'on s'y balade sur deux jambes, s'être relevé. Australopithecus afarensis, la belle Lucie, était toute petite. Et vous savez ce que les gens se demandent maintenant? Vous savez combien ils ont duré, les australopithèques? Vous savez combien de temps ils ont duré, les australopithèques? Allez, un chiffre. Combien de temps ont-ils duré? Il y a quelqu'un qui se lance? Dizaines de milliers d'années. Fou! Qui c'est qui se lance? Combien de temps ils ont duré? Oui? Un peu moins. Mais bravo. Ils ont duré 900 000 ans. Et vous savez combien de temps nous avons duré, nous? D'abord, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Il y a quelqu'un qui sait qui il est, là, dans cet amphi? On est des Homo sapiens. Tu sais, maintenant, on ne dit plus que Homo sapiens. Avant, on disait Homo sapiens sapiens, et puis Homo sapiens néandertalensis, parce qu'on l'avait trouvé dans la vallée de la Néandertal. Ben, vous savez combien de temps on a duré, nous? On a quel âge, nous?
300 000 ans. C'est ça que tu as dit? Ouais, attendez, il va avoir un prix Nobel, lui, un jour. Oui, c'est ça. 3 fois moins. 3 fois moins. Et on se demande, mais comment ces Australopithecus afarensis grands comme ça, ils ont duré 900 000 ans, dites. Et en plus, il y a eu du changement climatique. Intéressant, non? Ça aussi, on peut le traiter en information scientifique. Alors maintenant, comment faire? Comment faire pour traiter? Alors ça dépend où on est, c'est ce que je vous ai dit tout à fait au début. Selon que vous êtes dans un organe de presse, écrite, ou vous êtes en radio, ou vous êtes en télé, ou vous êtes sur un réseau social, vous allez prendre des méthodes différentes. Qui c'est qui regarde Hugo Décrypte? Bien, ben voilà. Lui, je ne sais plus, il a commencé il y a une dizaine d'années, peut-être un peu moins. Il avait vraiment envie d'expliquer les choses aux gens, il a commencé tout seul. Puis il s'est rendu compte que pour faire passer l'info sur un écran, il fallait rajouter de l'image, de la vidéo, faire du montage. Et comme, vous savez quoi? Ça ne se fait pas tout seul. Et ça coûte de l'argent. Étonnant, non? Sauf si on bosse pas 18 heures, pas 24 heures par jour, mais 18 heures par jour, et puis qu'on accepte, je ne sais pas, de manger que des kebabs. Et encore, ça devient cher. Hein. Vous mangez des kebabs? Faites gaffe que ça ne soit pas trop gras quand même. Hein. Et maintenant, il est avec 30 personnes. Et il a élargi son champ de vulgarisation, parce qu'en fait, c'était ça, faire de la vulgarisation. Le dernier que j'ai vu de lui, c'était sur le Groenland. Vous savez où c'est le Groenland? Vous savez où c'est le Groenland? Au fond, là-bas. Vous savez où c'est le Groenland? Ils ne savent pas. Hein. Ben alors, vous prenez un gros globe et puis vous regardez plutôt vers le haut, d'accord? Donc, si on sait que ça, on ne comprend pas pourquoi Trump... Enfin, si, vous savez déjà pourquoi Trump le veut et veut l'acheter. Vous savez pourquoi il veut l'acheter? Vas-y. Pour le pétrole, plutôt pour toutes les terres rares. Vous avez vu le tableau de Mendeleïev quand vous étiez au lycée, non? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose, l'hydrogène? L'hélium? Le lithium, le bore, ça vous dit quelque chose, ces machins-là? Oui? Oh, il y en a qui opinent du chef, hein. Il y en a au moins 2. Donc, grosse bagarre pour des zones qui pourraient être dégagées, si on peut dire comme ça, dont la glace pourrait être dégagée à cause du réchauffement climatique, et donc accès de plus en plus facile à des ressources de type, évidemment, des mines, mais c'est aussi la position sur le globe. Hein. C'est géostratégique. Quand vous regardez le globe, hein, comme c'est un peu en haut, là, pouf, hein, les missiles, ça va assez vite si ça doit aller vers la Russie ou la Chine. Hein. Tout le monde a envie d'être par là. Hein. D'ailleurs, il y a déjà une base américaine. Bon, c'est des choses aussi qu'on peut regarder quand on fait de l'information scientifique. Et cette info, on va la chercher où? Alors, à une époque, je dirais que les gens se faisaient la construction de leurs connaissances eux-mêmes, souvent à travers des livres. Bon, je ne vais pas commencer à la Renaissance, sinon vous êtes encore là à minuit. Mais aujourd'hui, des grands lieux de production de l'univers scientifique ont des services de communication. Donc il ne faut pas se leurrer. Hein. En général, ils ne vont pas parler, encore que, de ce qui ne marche pas. Ils vont parler de ce qui marche. Ils vont parler de ce qu'ils font. Mais il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont très très bien. Si vous êtes intéressé par l'espace, c'est vrai que ça vaut quand même la peine
Et ça a valu la peine à travers les années de se promener sur le site de la NASA. Mais il n'y a pas que la NASA, il y a le CNES en France, il y a l'ESA en Europe, il y a tout ce qui est canadien. Je suppose que vous savez tous que le grand bras robotique de la Station spatiale internationale est canadien, choses comme ça. Après, peut-être, si vous allez sur le site de Starlink, peut-être ça sera moins précis. Enfin, vous pourrez apprendre des choses quand même, hein. Vous pourrez avoir des chiffres. Tous les sites vous permettent d'accéder, en tout cas, à un premier bagage d'informations. Vous regardez le site de l'Université de Poitiers? J'entends rien du tout. Vous regardez le site de l'Université de Poitiers? Oui, oui? Bon, c'est pas clair, hein. Vous avez évidemment tout un système assez bien connu quand on commence à travailler dans ce domaine-là, de colloques, de conférences. Et d'ailleurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir apparaître les annonces de ces rencontres, les annonces de ces colloques. Après, ça n'est pas toujours ouvert à tout le monde, mais il peut y avoir des résultats qui sont communiqués que nous pouvons utiliser après pour en faire quelque chose. Il y a, comme on le disait tout à l'heure, des livres. Ces dernières années, je dois vous le dire, je disais à mon équipe de journalistes, c'est dans les livres que vous allez trouver les réflexions les plus approfondies, parce que les gens ont pris le temps de les écrire, par rapport à énormément de news qui passent un petit peu comme un train. Vous voyez ? Je vous en ai apporté un, qu'à Sciences et Avenir, nous avons aidé à exister, qui s'appelle Atlas historique du ciel. Donc ceux qui sont intéressés par un aspect culturel de la connaissance du ciel, depuis les origines, et on n'avait que notre œil nu, jusqu'à maintenant où on a le James Webb. Vous avez tous entendu parler du James Webb télescope, je suppose, qui est quand même un des instruments extraordinairement construit qui a été fait. Vous vous doutez, et vous l'avez peut-être lu, que tous les spécialistes et les non-spécialistes ont été sidérés par la qualité de cet instrument qu'il a fallu déployer de façon remarquable dans l'espace. Ça aussi, quand vous faites de l'information scientifique, vous le racontez, autant que faire se peut. N'oubliez pas quelque chose, et ça peut même vous servir maintenant, sans que vous fassiez de l'information scientifique. Vous savez, il faut écouter sa famille, ses voisins, ses copains et copines sur les questions qu'ils vous posent. Et éviter d'avoir l'air déjà de tout savoir. Parce que souvent, dans les questions qui sont posées, il n'y a pas seulement un manque de connaissances, il y a de l'affectif. Vous n'êtes pas sans savoir que dans certains... Alors, je vais encore parler des États-Unis, alors vous allez vous dire que je suis obsédée, mais dans certains États des États-Unis, ce qu'on est en train de se raconter là, ça serait très difficile. Parce que quand vous êtes persuadé que la Terre n'a que 6000 ans et que tout a été créé d'un coup, ce qui est ce qu'ont enseigné et continuent d'enseigner un certain nombre de religions, c'est pas facile. C'est pas facile de faire cohabiter cette croyance et les connaissances actuelles. C'est pas à vous que je vais
faire découvrir que ça peut être source non seulement de conflits, mais bien plus encore. Comment on fait avec ça? Comment on fait avec ça? Il se trouve que nous avons fait à Sciences et Avenir, à certains moments, des conférences, des colloques, qui s'appelaient, c'était d'une simplicité, j'allais dire biblique, Dieu et la science, pour un peu analyser ce qui s'est passé dans nos pays depuis la Renaissance, les connaissances qu'il y avait antérieurement, chez les Babyloniens, en Mésopotamie, chez les Grecs, tout ça n'étant tout sauf quelque chose à oublier, c'est notre héritage. La science éminemment pointue pendant toute une période dans les pays arabes. L'alliance entre l'islam et la science. Très intéressant à connaître ça. Très intéressant à connaître dans notre période. Pour comprendre comment certains scientifiques de cette époque arrivaient, on pourrait dire, par énormément de discussions, de dialogues, à faire coexister des pensées dont on pourrait penser qu'elles sont complètement opposées. C'est jamais si simple. Jamais. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut traiter en information scientifique. Ça veut dire que parfois, il faut aussi lire quelques bouquins de philosophie. Ce n'est pas toujours facile quand vous n'avez pas été formé et vous ne connaissez pas tout le langage. Ça veut dire aussi qu'il faut un peu se plonger dans de l'histoire. Franchement, il y a pire. Il y a pire. Je vous ai dit donc que de grands organismes, les universités, des grands organismes comme le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, qui demeure le plus grand centre de recherche européen. On peut faire du French bashing autant qu'on veut, mais enfin quand même, regardons nos capacités. L'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui intervient sur toute la planète. Enfin bon, récemment, au Niger, c'était plus dur. Et je peux vous dire que je connais un paquet de Nigériens qui pourtant étaient drôlement contents qu'on parle d'agroécologie dans les zones sahéliennes. Ça aussi, on peut le traiter en information scientifique. L'IFREMER, je vous ai dit, l'océan, c'est important. On est, au cas où ça vous aurait échappé, mais ça ne vous aura pas échappé, c'est l'année de la mer en ce moment. 70% de la surface de la planète, c'est de l'océan. Et nous, on a la deuxième superficie mondiale derrière les États-Unis. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis sûre qu'il y en a que la pollution plastique dans les océans interpelle. Ça aussi, on peut le traiter en information scientifique. Je vais simplement, en 3-4 minutes, de façon que vous ayez du temps pour les questions, je vais vous raconter des anecdotes ou des choses qui vous permettront de comprendre pourquoi je pense que ça vaut la peine d'élargir son champ quand on a fait ses études et qu'on n'est pas tout le temps en train de lire seulement sur des écrans. Vous pouvez seulement lire sur des écrans, mais vous pouvez aussi physiquement vous rendre, ce que j'ai fait, en Suède, au Danemark, en Norvège, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Suisse. Pas la Bulgarie, j'ai un peu honte. Et il me tarde d'être en Roumanie. En Chine, au Japon, au Cambodge, au Vietnam, à Singapour, aux États-Unis, au Canada, au Brésil, en Argentine, au Belize, au Guatemala, au Chili,
Et peut-être que ce qui m'a le plus frappé, c'est l'Antarctique. L'Antarctique. Et vous savez, quand je suis revenue, je me suis dit, si on regarde ça d'un point de vue touristique, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. On est en train de le détruire. En revanche, si vous y allez avec des scientifiques, pour mieux comprendre un certain nombre de choses, et que vous observiez avec eux, parce qu'il y a un gros travail à faire, non-pollution, respect de l'écosystème, parce qu'il y a plein d'écosystèmes qu'on connaît très mal, aussi bien sur la glace, dans les vallées sèches, que sous l'eau glacée. Extraordinaire, extraordinaire. Il y en aura peut-être un ou une parmi vous qui ira là-bas. Pensez-y et posez-vous la question, quel est mon rapport à cette science que je vais mener, que je vais approfondir? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais apporter à l'équipe? À mon université peut-être? À ceux que je connais? Qu'est-ce que je leur raconterai de ce monde? Ah ben alors oui, bon, l'Australie, j'ai failli y aller au moins 3 ou 4 fois, puis je ne suis jamais allée et ça me manque. Voilà. Voilà. Mais bon, vous dites, après ça, l'empreinte carbone, elle n'est pas bonne. Hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a 40 ans, on ne se posait même pas la question. Shame on us! Shame on us! Ben bon, mais c'est comme ça. Maintenant, on fait attention. Je suis venue en train, évidemment. Je n'ai pas pris un petit avion personnel pour venir de la capitale. Je crois que je vais m'arrêter là. Et si vous avez des questions, ravi d'y répondre. Merci. Merci de votre écoute. Oui. À celui-là. D'accord. Alors, je vais vous passer le micro. Voilà, deuxième question. Vous avez mentionné Small Worlds, c'est bien le bouquin de Duncan Watts que vous parliez? Non, c'est pas celui-là. D'accord. It's a small world. Cherche encore, si tu me dis le nom, si vous me donnez le nom, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous tutoie, ça ne se fait pas. Qui a écrit aussi Les 4 vérités. David Lodge, of course. David Lodge. Il est mort il y a 10 jours, un type formidable. Et j'avais un contre-exemple, enfin une autre chose par rapport, vous avez parlé d'une vidéo d'un enfant avec un robot. Il y a eu la CES 2025 qui a eu lieu aux États-Unis et il y a eu 2 exemples que j'avais vus qui sont ressortis qui étaient assez intéressants. Un premier robot qui était pour les personnes âgées, pour leur permettre d'être plus facilement en contact avec leur famille et qui intentionnellement avait été construit pour ne jamais se présenter comme un humain ou comme quelque chose vers lequel on peut porter de l'affection, comme un médiateur, j'imagine. Un médiateur, oui. Contrasté à un autre projet qui était là aussi, qui voulait explicitement remplacer le cercle amical des gens. Je le formule comme moi je l'ai perçu, mais qui parlait, qui essayait de remplacer le contact humain qu'on pouvait avoir. Et je pense que c'est un des problèmes par rapport à ce que vous mentionnez, cette vidéo d'enfant, que c'est pas tant, qu'il y a le risque de remplacer le contact humain et que du coup ça demande, dans la présentation qu'on ferait dans une revue là-dessus, que ça demande une nuance qui est énorme. Et est-ce que vous pensez qu'elle est possible quelque part sans partir dans des paragraphes, des textes extrêmement longs?
Bon, alors je ne sais pas si c'est possible, mais de toute façon, on s'y attaque, tu sais, déjà depuis longtemps en plus. Parce que les premières fois qu'on a été confronté à ça, ça remonte déjà à pas mal d'années, c'était plutôt au Japon. On a vu apparaître, et vous vous en souvenez peut-être, tous ces petits robots très interactifs. D'ailleurs, ça a été racheté, je crois. Je crois que les petits robots, Aldebaran, ils s'appelaient, non? Comme l'étoile, vous vous souvenez de ça? Je crois qu'ils ont été rachetés par SoftBank, hein, qui est à nouveau dans l'actualité. Et c'était effectivement cette question de comment on interagit, on va danser avec les robots, bon, ils vont faire plein de trucs pour nous, on va à une exposition, ils sont là, c'est eux qui vous accueillent. Donc il y a cette idée du remplacement. Mais qu'est-ce qu'on a vu apparaître? Alors on se posait des questions, parce qu'on se disait, bah voilà, toujours la même question, on se disait, oui, mais alors attendez, les Japonais, c'est pas nous. Voilà, c'était typiquement le genre de tonalité. Et puis, on a vu arriver chez nous, notamment dans les EHPAD, un certain nombre de petits robots avec de la fourrure, de type, vous voyez, comme un petit phoque ou un petit ours. Des choses d'ailleurs, hein, on est des mammifères, on a des poils, les amis. Hein, donc on peut caresser. Et là se posent, toutes les interrogations sont venues sur apaisement du stress, de l'angoisse de beaucoup. Je pense que tous ceux qui parlent en ce moment, ils ont tellement besoin d'échanger. Nous sommes un être qui ne peut pas s'empêcher d'échanger, sauf à avoir décidé d'être ermite. Mais c'est peu. Vous voyez, on ne peut pas s'en empêcher. C'est fondamental pour nous. Je vais revenir à des expériences que vous connaissez tous de jadis. Un bébé, si vous le laissez tout seul, bon, vous le nourrissez, mais vous ne lui parlez pas. Il est plus ou moins dans le noir. Entre nous, il meurt. Hein. Ce qui compte, c'est le lien, c'est l'échange. Vous l'entendez? Fondamental. On ne peut pas s'en passer. Et actuellement, c'est bien toutes ces questions un peu complexes, c'est-à-dire se poser la question, faut-il refuser? Faut-il accepter? Et en fait, c'est uniquement par l'observation, ce qui est scientifique, qu'on va pouvoir se faire une idée. Et je dirais qu'en tant qu'informateur scientifique, le devoir, c'est s'informer soi-même, aller recueillir cette information, la filmer et en dire quelque chose. Et après, c'est le choix de chacun. C'est quand même ça. C'est le choix de chacun. Alors, pour poursuivre votre question, une des questions qui se posent et que les gens se posent tout le temps actuellement, c'est, pour faire simple, est-ce que les robots vont remplacer nos médecins? Alors, si des robots, d'abord de quoi parle-t-on? On parle de robots humanoïdes ou on parle de systèmes qui savent avaler et analyser des big data à fond? De quoi parle-t-on? Donc vont-ils remplacer le médecin? Franchement, si ça peut aider le médecin à mieux faire ses diagnostics ou ses pronostics, formidable. Mais la relation humaine, va-t-elle être perdue? Là aussi, je pense que dans un pays comme la France, ça passera mal. Hein, parce que de quoi parle-t-on en ce moment? On parle de déserts médicaux. Pourquoi? Ben parce qu'on ne les trouve pas, ces humains, docteurs, médecins, qui pourraient nous soigner. On a besoin de ces humains-là. Qu'ils s'aident avec des systèmes techniques performants, oui, mais dans quelle mesure? Donc,
Et ça, c'est des choses qu'on traite en information scientifique. Et c'est vrai qu'il faut être humble et recueillir l'information auprès de ceux qui eux-mêmes travaillent là-dessus. Parce qu'il y a des roboticiens, des gens spécialistes d'éthique, des médecins, etc., qui y travaillent. Donc il faut aller recueillir l'information et essayer de la faire passer à un plus large public, en essayant de ne pas être systématiquement ni youpla boum, ni c'est l'apocalypse. Parce que c'est clair, hein, à long terme, on sera tous morts, hein, d'accord? Bon, mais on ne parle pas de ça. Après. Bonjour. Vous avez évoqué au début de votre intervention le poids de la télé, notamment des JT. Et en fait, comme c'est la principale source d'information des gens, comment les gens peuvent-ils se faire une opinion sur des sujets auxquels en fait, on leur demande de répondre par oui ou non, en fait, en termes de bien ou mal. Par exemple, les OGM, pour ou contre, on va vous demander ça, alors qu'effectivement, il faut nuancer. Parce qu'il y en a peut-être des bons, peut-être des mauvais. Peut-être que les Anglais ont raison d'en réintroduire certains. D'assouplir. Pareil pour les vaccins, parfois ça peut être intéressant. Parfois on peut se poser quand même des questions sur leur vraiment efficacité ou leur intérêt même pour la santé publique. Et enfin voilà, il y a plein de questions où le temps en fait de l'information audiovisuelle n'est pas le temps de la réflexion nécessaire à apporter des réponses argumentées, construites. Voilà, et en quoi la presse peut-elle, ou comment, je dirais, la presse peut-elle intervenir pour mieux informer la population en général? Bon, on se reprend 5 heures. Écoutez, je vais vous faire la réponse courte. Lisez Science et Avenir, lisez la recherche. Non, de façon plus sérieuse, vous posez une question fondamentale. C'est une fois qu'on a accédé à une information, qu'on y a été, comment on dit, pas imprimé, mais qu'on l'a vu, qu'on l'a entendu. Après, moi, je n'ai pas de solution miracle. Ça regarde, c'est bien là qu'on voit que ça regarde chacun avec sa propre culture. Son propre accès à la culture. Donc, la question que vous posez, vous êtes dans cet amphi, je crois que ça s'appelle l'université interage ou quelque chose comme ça, pas du temps libre, ça ne doit plus être à la mode le temps libre. Donc, vous montrez par votre seule présence que vous voulez accéder à plus d'informations ou à comprendre plus de choses. Finalement, c'est peut-être dans l'éducation elle-même que le désir d'accéder à une meilleure compréhension des choses doit être créé. C'est pas sûr que tout notre système d'enseignement soit dédié à ces choses-là. Hein, on ne va pas citer Montaigne. Bon. Ce qu'il y a, et qui est la réponse optimiste, c'est que dans un pays comme la France, il y a possibilité d'accès à l'information. Vous n'avez pas assez de sous pour acheter des livres. Vous pouvez aller dans une bibliothèque. Vous pouvez quand même accéder à un certain nombre de savoirs. Encore faut-il le vouloir, le désirer. C'est peut-être ça. C'est peut-être sur ça qu'il faut agir. Parce qu'ensuite, quand les gens me posent la question de comment vous faites pour évidemment faire la part entre la fake news, enfin le canard, la rumeur, le grand n'importe quoi, et des informations avérées. Ben, voilà, il y a des techniques. Il y a des techniques, par exemple, quand on est sur ordinateur et que ça a été un bidouillage d'images ou un bidouillage d'infos, vous faites le système inverse et vous retrouvez, encore que maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous avez des systèmes
de non-détection. Alors donc c'est le bouclier et la lance, hein, c'est une escalade qui va durer, on ne sait pas quand est-ce que ça s'arrête, ces choses-là. Mais encore faut-il vouloir accéder à une vraie info. Et en fait, c'est ça. Derrière la question que vous posez, il y a « mais qui veut savoir ?» Et pour certaines choses, là aussi, hein, je ne vais pas aller sur le terrain de la philo, mais pour certaines choses, les gens ne veulent pas savoir. Pour certaines choses. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Évidemment, presse écrite, je ne vais pas vous citer la personne, mais hier soir, j'avais une conversation privée avec une amie qui a longtemps travaillé à l'université, à l'UQAM à Montréal, l'Université de Québec à Montréal, et qui, évidemment, comme canadienne, enfin comme québécoise, très effrayée par les annonces de Trump, hein, vous savez, les taxes, ça va peut-être monter à 25% pour le Canada. Elle dit, moi, je peux plus, j'écoute plus la télé, j'écoute plus la radio, c'est trop. Bon, écoute, ce que je lis maintenant, je lis Le Devoir, parce qu'elle a l'accent canadien, elle a l'accent québécois. Elle me dit, je lis Le Devoir et je sais que j'aurai les informations, hein, mais j'aurai pas le feeling, hein, j'aurai pas ce truc-là, je peux plus. Et en fait, pour beaucoup d'infos, qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Et vous voyez que si vous parlez de santé ou si vous parlez de cosmologie, ah ben voilà, si vous avez vous-même un cancer ou que votre ami le plus proche a Parkinson, enfin tout le monde a quelqu'un qui a le cancer autour de lui, hein, maintenant c'est une épidémie. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Et qu'est-ce que cette personne-là veut savoir? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que même des choses où nous nous posons des tas de questions éthiques, ça marche. C'est une couverture comme ça, la molécule miracle. Je peux vous dire qu'en interne, on s'est dit, mais nous, on est un journal scientifique et on écrit miracle sur notre couve. Est-ce qu'on a le droit? On a eu des vraies discussions. On a fini par sortir comme ça, parce qu'effectivement, cette molécule qui est évoquée dans le dossier est juste incroyable. Et c'est avéré, par des manips. Ça marche, ça se vend. Mais tout le monde ne l'a pas acheté. Ça n'a pas été 60 millions de Français. Ça a dû être évoqué, ça a été évoqué à la télé. Si les gens veulent un petit peu plus, oui, ils peuvent se retourner vers, par exemple, ce genre de dossier dans ce genre de magazine. La question plus large, et qui est évidemment pas simple, c'est dans un moment où 50% des revenus publicitaires ont été perdus en 10 ans par la presse, elle s'affaiblit. Va-t-elle continuer à avoir les ressources nécessaires? Et les ressources, c'est qui? Oh, comme par hasard, bien entendu, ce sont les données qui circulent sur les réseaux, mais ce sont les humains qui vont écrire, ou ce sont les humains qui vont faire des vidéos, qui vont vous informer. Ont-ils les compétences? Ont-ils les ressources? On y est déjà, c'est compliqué. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on lit ici? La République du Centre? Qu'est-ce qu'on lit ici comme quotidien? La Nouvelle République, oui, la Nouvelle République. Je ne sais pas s'ils ont des journalistes à caractère scientifique, je ne sais pas. Mais c'est une des questions qui se posent, et au passage, je n'ai pas fait de publicité pour l'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information, la JSPI, qui existe depuis fort longtemps, j'en ai été présidente à une époque, qui fait un boulot formidable pour travailler aussi en interne avec ses propres journalistes, qui sont dans tous les médias,
et faire qu'ils soient au bon niveau de connaissance eux-mêmes pour être de bons médiateurs. Je vous propose, si vous le voulez bien, une dernière question par un étudiant de la fac de sciences. Je crois que vous vouliez poser une question. Ah oui, on fait 1h30, pas 2 heures, d'accord. Voilà. D'accord, je croyais que c'était 2 heures. Bonjour, j'avais une question. Est-ce que aujourd'hui, on entend pas mal parler de la concentration. Un peu plus fort. On entend beaucoup parler de la concentration des médias. Et est-ce que ça fait porter un danger sur la transmission de l'information scientifique? Et est-ce que ça redonne de l'importance aux médias indépendants? Bien sûr que ça fait porter un danger. C'est évident que dans une démocratie, l'important, c'est la pluralité. C'est qu'il y ait plusieurs voix qui s'expriment. Il n'y a rien de pire que de concentrer et après d'avoir l'unique voix de son maître. Et effectivement, toute la question de la concentration est dans certaines mains. Ben écoutez, une fois encore, je vais traverser l'Atlantique. Ce qui était évoqué à Média en scène l'autre jour, et que je connais bien, c'est que dans certains États américains actuellement, vous n'avez plus de presse locale. Vous n'avez plus de presse locale. Presse locale voulant dire, parfois, souvent, que ce qui se passe sur votre territoire, vous avez envie de le connaître. Vous n'avez pas envie de connaître que les informations qui viennent soit de l'étranger, soit, alors pour les États-Unis, au niveau fédéral. Ça peut être beaucoup plus local. Le local typique, c'est l'environnement. C'est parfois la nourriture, c'est la santé. Parce que ce n'est pas forcément... Alors, attendez, j'ai évoqué le terme de déserts médicaux tout à l'heure. Ce n'est pas la même chose d'être au centre de Paris que d'être... alors, je ne sais pas ici exactement les difficultés, mais allez, cette pauvre Creuse, à chaque fois, c'est elle qu'on cite. Mais peut-être que ce n'est pas pire en Creuse. Mais bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, effectivement, quand vous avez une concentration et que vous avez une disparition, par exemple, de systèmes d'information locaux, quand je dis locaux, ça peut être régionaux, hein, oui, c'est un risque. Alors, avant de clore, je veux quand même dire une jolie petite chose. 2 jolies petites choses. La première, c'est qu'effectivement, dans un journal comme Science et Avenir, je ne vous ai pas fait un cours de technique journalistique, j'aurais pu vous parler de qu'est-ce que c'est que le reportage, qu'est-ce que c'est qu'une enquête, qu'est-ce que c'est que faire un portrait, qu'est-ce que c'est que mener une interview, qu'est-ce que c'est que de faire un éditorial, etc., etc. Ok, j'ai pas fait. Si vous devenez journaliste, eh ben vous vous renseignerez, je peux être en contact avec vous. Par contre, vous montrer que nous pouvons faire des choses extrêmement différentes, de type historique, comme les grandes expéditions scientifiques, mais aussi tout à fait actuelles. Ça, on l'a sorti en août, je crois. Attends, c'était quand? Non, juin. On l'a sorti en juin dernier, Le Monde à 4 degrés. Je pense que vous l'avez vu à la télé, en gros, 4-5 mois plus tard. Évidemment, on ne pouvait pas ne pas revenir sur l'intelligence artificielle. Vous savez qu'il va y avoir un grand raout au mois de février. Là, c'est voulu vraiment de façon très top-down, très en haut. Hein. C'est Macron qui a piloté ça. C'est les British qui ont lancé le truc les premiers. Après, c'est passé en Corée. On est le 3e pays. Mais on fait aussi des choses plus comme ça, l'infini. Et la recherche, là c'est écrit par des journalistes à Science et Avenir. À la recherche, la plupart des articles, donc là c'est sur l'écriture, je vous ai amené aussi les sols, c'est le dernier. Les sols, c'est super important hein, pour notre alimentation et notre vie en général, les plantes. C'est écrit par les scientifiques, encadré, piloté, réécrit, orienté dans un dialogue par les journalistes de l'équipe. Et alors voilà, il m'a été donné tout à l'heure, ça c'est ça la mignonne petite chose, l'actualité Nouvelle-Aquitaine. Alors il se trouve que je le reçois depuis
Là, on me l'a donné tout à l'heure. C'est tout consacré à l'espace, cette saison. Mais je le reçois. Et alors, moi, je suis originaire de Dordogne. Personne n'est parfait. J'ai découvert, en lisant l'actualité Nouvelle-Aquitaine, qu'il y avait une petite rivière qui s'appelle la Dronne. Vous savez que toutes les rivières qui sont O2NE, comme la Garonne, ça vient du gaulois. Il y avait des moules perlières dans cette petite rivière. Alors les moules perlières, à cause de la pollution, 99% ont disparu en France. Donc elles font des toutes petites perles, toutes petites, irrégulières, toutes mignonnes. 1 sur 1000, donc vous voyez, il faut beaucoup de moules, mais il n'y en a plus beaucoup de moules. Des petites perles. Et à une époque, Marie de Médicis, elle adorait les perles. Et elle adorait les perles de rivière, comme ça. Elle en voulait partout sur ses robes. Voilà, eh ben, vous avez une petite rivière de Dordogne. Si vous lisez l'actualité Nouvelle-Aquitaine, vous vous intéressez aux travaux de l'Ifremer, vous découvrez des choses très, 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 très jolies. Merci.